Votre corps ne sera pas seulement la cause de votre mort, mais le portrait d'un roi qui a vécu trop vite, désiré trop, et s'était mort de lui-même. À mesure que le roi devient de plus en plus frêle et que les symptômes s'accumulent comme un présage silencieux, la cour plonge dans un nouvel état, la paranoïa. Il n'y a pas un tout-sautement, pas une goutte de sueur qui ne soit interprétée comme un signe d'empoisonnement. Charles, lui-même naturellement méfiant, commence à refuser les plats envoyés par certains nobles. Il exige que chaque repas soit testé par 3 serviteurs avant qu'il n'y touche. Les verres sont inspectés, les couverts nettoyés 3 fois. Pourtant, il continue de tomber malade. Le poison, s'il existe, est invisible ou pire, inévitable. La tension politique amplifie la peur. Charles Assaut II, bien que officiellement protestant, est accusé de sympathie catholique. Son alliance ambiguë avec la France et l'influence de ses maîtresses françaises enflamment le Parlement et le peuple. L'Angleterre craint une restauration catholique et le roi, avec ses sourires ambigus et sa foi nébuleuse, devient la cible parfaite. La conspiration la plus notoire de cette période est le prétendu complot papiste, une farce grotesque accusant des dizaines de catholiques de planifier l'assassinat du roi. Les témoignages sont fabriqués et les accusés sont pendus sur les places publiques. L'Angleterre sombre dans une hystérie collective. Charles, initialement sceptique, s'entoure d'espions et ordonne l'arrestation des suspects, mais une ombre inquiétante plane sur le trône. Et si au milieu de cette farce, il y avait une véritable conspiration, et si quelqu'un essayait vraiment de le tuer, goutte à goutte? Les maladies vénériennes qu'il a contractées, les remèdes toxiques prescrits par ses propres médecins, la nourriture contaminée par négligence ou intention, tout devient suspect. Le corps du roi devient un champ de bataille invisible. Même au sein de sa propre maison, il y a trop d'yeux indiscrets. Les serviteurs chuchotent, les maîtresses rivalisent pour l'influence et les médecins s'opposent violemment sur le traitement idéal, chacun plus incompétent et vaniteux que le précédent. L'un d'eux, Sedmond King, prétend que le roi souffre de mélancolie hépatique. Un autre jure qu'il s'agit d'humidité cérébrale. Le plus sinistre, Sir Charles Scarburg, le médecin en chef de la cour, note que le corps du roi réagit normalement à toute substance externe, comme s'il était empoisonné de l'intérieur. Chaque jour, le roi se réveille, plus faible, mais curieusement, son expression devient plus dure. Il a peur, vraiment peur. Il ne fait plus confiance à personne et commence à agir comme un homme qui sait qu'il va mourir. Il donne des instructions secrètes, écrit des lettres mystérieuses, remanie les fonctionnaires sans explication, et lorsqu'on lui demande, il répond seulement « Le temps presse et je le sens dans mes os ». La tension politique et médicale se mêle à la déchéance physique. Charles, de plus en plus pâle et fatigué, ne semble plus vivre, seulement survivre. Personne ne sait combien de temps il reste au roi, et encore moins sont préparés à ce qui se passera lorsqu'il tombera enfin. Car la mort de Charles II ne sera pas silencieuse. Ce sera un spectacle grotesque qui marquera à jamais la mémoire de la monarchie anglaise. 2 février 1685, palais de Whitehall. Le roi, toujours vêtu de ses robes de satin noir, sourit aux courtisans se préparant pour une autre journée de réunion. Mais en se levant un bruit sourd, Charles II s'effondre soudainement au sol, comme frappé par une force invisible. Les serviteurs se précipitent. Le corps du roi se tord dans de violents spasmes. Ses yeux se révulsent de l'écume, s'échappent des coins de sa bouche. C'est la première crise et le début d'un cauchemar sans précédent. Pendant 9 jours, Charles II ne vit pas, il agonise. Son corps devient un champ d'expérimentation barbare entre les mains des médecins de la cour. Personne ne connaît le diagnostic. Alors, ils appliquent tout ce qu'ils savent et tout ce qu'ils ne savent pas. Ils commencent par la saignée, drainant près d'un demi-litre de sang par jour lors de séances de plusieurs heures. Quand ils commencent à délirer, ils administrent des purgatifs violents
provoquant des vomissements et des diarrhées extrêmes. Puis viennent les cataplasmes de bouse de vache, les bains brûlants, et enfin le mercure. Oui, du mercure liquide, appliqué en pommade inhalée, sous forme de vapeur, administrée par voie orale. Une substance toxique et corrosive, censée expulser les peaux mauvaises humeurs. En pratique, elle liquéfie les organes, détruit le système nerveux et accélère la mort. Chaque jour, l'état du roi empire, développant une forte fièvre, perdant la vue par moments, criant de douleur et glissant parfois dans un état de torpeur. À 2 reprises, il pense qu'il est des morts, mais il refait surface, haletant, tremblant, comme si son corps refusait d'abandonner. L'odeur dans ses appartements devient insupportable, un mélange de sang séché, de pus d'urine et de sueur âcre. La peau du roi s'assombrit, des cloques apparaissent, puis des plaies. Ses pieds gonflent, jusqu'à déchirer ses chaussures. Sa langue enfle, rendant la parole difficile. Dans ses derniers jours, Charles ne peut plus avaler. Ils le nourrissent de bouillon, à travers sa bouche, à peine ouverte, comme s'il préparait un cadavre. La cour devient un théâtre silencieux d'horreur. Les nobles se relaient dans des veilles feintées, mais leurs yeux cherchent des réponses dans le visage déformé du roi. Mourra-t-il aujourd'hui, qui lui succédera et qui tombera avec lui? Le 8e jour, dans un rare moment de lucidité, Charles murmure « Ne laissez pas ma pauvre Nell mourir de faim ». Il fait référence à Nell Gwyn, sa maîtresse bien-aimée, mais la tendresse du geste se perd dans la scène grotesque. Quelques heures de plus tard, il subit une convulsion si violente qu'elle brise une partie du lit. Il faut 3 hommes pour le retenir. La pièce se remplit d'urine et de matière fécale. Le roi n'est plus un homme. Il est un corps en collapse, un avertissement vivant de ce que la vanité, l'ignorance médicale et la corruption du pouvoir peuvent faire à la chair. Le matin du 6 février, son cœur cède enfin. Il meurt à 54 ans. Et la seule question qui résonne dans le silence fétide de la chambre royale est la suivante: qu'y avait-il dans ce corps? Car aucun roi ne devrait mourir ainsi. Aucun corps ne devrait se décomposer si rapidement. Aucun cœur ne devrait se durcir de cette manière. Une autopsie est immédiatement ordonnée, et ce que les médecins découvrent laissera même les plus sceptiques sans voix. Lorsque le corps de Charles II cesse enfin ses convulsions, un lourd silence s'abat sur le palais de Whitehall. Ce n'est pas du deuil, c'est du soulagement. Les médecins épuisés et tachés de fluides humains échangent des regards comme des chirurgiens de guerre après la chute d'un soldat méconnaissable. Mais personne n'ose dire la vérité, le roi a été tué par eux autant que par sa maladie. Et maintenant, ils doivent comprendre ce qui se cachait derrière cette agonie indescriptible. L'autopsie est autorisée. La porte de la pièce où elle aura lieu est verrouillée. Seuls les médecins les plus fiables sont admis. Ce qui se passe à l'intérieur est un mélange de science primitive et d'horreur pure. Sir Charles Carburg, le médecin royal, dirige la procédure. Son journal décrit avec un détachement glaçant ce que lui et son équipe ont trouvé en ouvrant le cadavre du roi. D'abord le cerveau gonflé, congestionné de sang coagulé, pulsant de liquide sombre, même après la mort, signe d'une hypertension cérébrale, sévère ou peut-être de multiples accidents vasculaires cérébraux. Puis, les poumons complètement noircis, presque carbonisés, avec une odeur si puissante que 2 assistants ont vomi sur la table, probablement le résultat d'une exposition continue à des substances toxiques ou d'une infection pulmonaire terminale. Le choc s'intensifie en ouvrant l'abdomen. L'estomac révèle de grands ulcères sanglants comme des cratères déchirés de l'intérieur. Le foie est déformé, verdâtre et durci, signe d'une cirrhose avancée, peut-être exacerbée par les remèdes mortels utilisés dans ces derniers jours. Les reins dévoilent un cauchemar complet, gonflés, assombris, obstrués par d'énormes calculs,
comme si le corps du roi avait décidé de mourir par tous les organes à la fois. Mais le moment le plus troublant vient à la fin. En ouvrant la poitrine, il trouve là le cœur ou ce qu'il en reste. Un muscle démesurément petit, durci avec des plaques calcifiées dans les artères. Un cœur qui, selon les médecins, semblait sculpté dans la pierre. Charles II est mort avec un cœur pétrifié, littéralement. Et là, sur la table, repose la vérité, le corps du roi était pourri de l'intérieur comme un fruit brillant cachant un ver sous sa peau. Son apparence juvénile, sa voix ferme et son regard séduisant n'étaient qu'une illusion. Le poison n'était pas dans les verres de vin ou les flèches ennemies, il était dans chaque cellule, corrodé par des décennies d'excès de négligence médicale et de thérapie qui ressemblaient à de la torture. Le rapport d'autopsie est rédigé avec prudence, omettant de nombreux détails. Après tout, il ne convient pas à l'État d'admettre que le roi est mort comme un indigent abandonné dans un sanatorium, mais les médecins savaient, ils ont vu, et ils ne seraient plus jamais les mêmes. Les chuchotements de l'autopsie se propagent dans les couloirs du palais. Le roi était pourri de l'intérieur, et la cour commence à réaliser que l'horreur ne résidait pas seulement dans sa mort, mais dans le fait que personne n'a vu les signes tant qu'il était encore temps. La mort de Charles II n'était pas seulement la fin d'un règne, c'était l'effondrement d'une illusion. Lorsque l'annonce officielle résonne dans les salles du pouvoir, le pays tremble. Les églises sonnent, les cloches, la noblesse pleure, mais derrière les chandelles allumées, la peur règne. Que se passe-t-il maintenant ? L'Angleterre déjà au bord de l'effondrement religieux, politique et moral, sent le sol se dérober. Car le successeur direct au trône est Jacques II, le frère du roi, un catholique fervent méprisé par les élites protestantes. Le souvenir de la récente guerre civile plane comme un fantôme, mais quelque chose de plus puissant que la politique est en jeu, le corps mort du roi. Bien que censuré, les descriptions de l'autopsie commencent à circuler dans des versions parallèles, alimentées par les serviteurs, les médecins subalternes et les observateurs silencieux. Le roi pourrissait de l'intérieur, son cœur s'est transformé en pierre, son sang était noir. Chaque phrase porte un coup à l'image de la monarchie comme symbole de force et d'immortalité. Pour la première fois, le peuple voit clairement le roi est de chair, et la chair peut pourrir. Cette prise de conscience devient un carburant pour un nouveau sentiment dangereux, la peur. Peur d'un gouvernement aussi pourri que ce corps. Peur d'une succession qui apportera plus de ténèbres que de lumière. L'image du roi, agonisant pendant des jours traités avec de la bouse et du mercure, n'inspire pas la révérence mais la méfiance. Et une pensée autrefois considérée comme une hérésie commence à prendre racine, peut-être que le trône doit être brisé pour que quelque chose de nouveau émerge. Alors que Jacques II est couronné à la hâte, essayant de consolider sa position, des voix commencent à s'élever. Les nobles, les militaires et le clergé s'agitent avec le souvenir de la pièce sombre où Charles II a crié jusqu'à perdre la voix. Personne ne veut mourir ainsi, et personne ne veut être gouverné par quelqu'un qui mène l'Angleterre sur le même chemin de déchéance. Et le cadavre de Charles II, toujours parfumé et vêtu de soie, repose dans son cercueil, comme un rappel silencieux que la beauté de la royauté peut cacher des horreurs que personne n'ose affronter. Mais cela est sur le point de changer. Pendant des siècles, la mort de Charles II fut entourée de rumeurs de peur et de symbolisme. Mais à mesure que la médecine progresse, les historiens revisitent l'affaire avec des outils plus précis, et ce qu'ils découvrent est encore plus terrifiant que les théories de conspiration de l'époque. Car si Charles a été empoisonné, le principal suspect pourrait ne pas être un ennemi politique, mais ses propres médecins. Les registres de l'autopsie.
bien que partiels, révèlent une superposition dévastatrice de symptômes. Insuffisance rénale, aiguë, congestion pulmonaire, sévère, signes clairs d'intoxication chronique, aux métaux lourds, en particulier au mercure et à l'antimoine. Substance appliquée directement dans ses derniers jours, dans le cadre de son traitement. Dans leur tentative désespérée de le guérir, les médecins de la cour ont administré des doses qui seraient aujourd'hui classées comme mortelles. Au lieu d'apaiser sa douleur, ils ont accru son intoxication. Au lieu d'éliminer l'infection, ils ont propagé la mort. De plus, les historiens modernes soulignent l'accumulation de facteurs au cours de la vie du roi. Charles souffrait de syphilis depuis des années, une maladie traitée à l'époque avec du mercure. Le métal lentement absorbé sur des décennies s'est accumulé dans ses reins, son foie et son cerveau, compromettant tout son système. C'est items. Symptômes: insomnie, tremblement, confusion mentale, peau assombrie, sont cohérents avec une intoxication mercurielle chronique. Le roi avait été détruit de l'intérieur goutte à goutte, bien plus longtemps que quiconque ne l'imaginait. Mais ce n'était pas tout. Charles souffrait également de gouttes aggravées par un régime alimentaire excessivement riche en viande et en alcool. Il était obèse, sédentaire et vivait sous un stress constant. La combinaison de la syphilis, de la goutte, de l'intoxication, aux métaux lourds, de l'insuffisance rénale, de l'hypertension et des thérapies médiévales a formé un cocktail mortel qui a explosé lors de ses 9 jours d'agonie. La partie la plus tragique. Tout cela aurait pu être évité. Charles avait accès aux meilleurs médecins du royaume, mais ils étaient plus préoccupés par la préservation de leur position que par la vie de leurs patients. Ils privilégiaient des traitements théâtraux et dépassés, croyant que la souffrance visible était un signe d'efficacité. Et le roi vaniteux et obstiné refusait toute suggestion impliquant une faiblesse. En fin de compte, ce qui a véritablement tué Charles II n'était pas le poison d'un ennemi ou une conspiration internationale. C'était un système, un cycle de pouvoir, d'ignorance et d'orgueil, qui l'a transformé en un laboratoire d'horreur, jusqu'à ce que son corps ne puisse plus le supporter. Plus de 300 ans plus tard, le verdict est sans clair, Charles II fut une victime de son époque, de sa cour, de ses vices et de lui-même. Le corps de Charles II fut enterré avec pompe, mais sans révérence. Ses des funérailles, menées dans le silence inconfortable d'une cour traumatisée, étaient lui plus une cérémonie que des larmes. Personne ne voulait s'attarder sur le cercueil. Personne ne voulait se souvenir de ce qui avait été vu sous cette peau assombrie, dans les organes nécrosés, dans le cœur calcifié. Car le cadavre du roi n'appartenait plus à la chair, il était devenu un symbole. Un symbole d'un système qui ne fonctionnait plus, d'une monarchie qui pourrissait tout en insistant pour apparaître immortel. Son héritage n'était pas celui de la gloire, mais celui d'un avertissement. Son successeur Jacques Schoenlarten II n'hérita pas seulement de la couronne, mais aussi de la peur. Le peuple ne regardait plus le trône avec révérence, mais avec suspicion. Charles de son vivant cultivait l'illusion que le charisme suffisait à régner. Sa mort grotesque a montré que les apparences peuvent tromper, mais le corps, en fin de compte, révèle tout. 3 ans plus tard, en 1688, l'Angleterre éclaterait. La glorieuse révolution renverserait Jacques II sans effusion de sang, mais avec une violence symbolique sans précédent. Pour la première fois, la monarchie britannique serait forcée de se soumettre au Parlement. Le pouvoir absolu si vanté par Charles II s'effondrerait. Et tout a commencé là dans le lit royal, au milieu des vapeurs de mercure, de la bouse de serviteurs et du sang noirci. Charles fut le dernier roi à mourir dans un tel spectacle d'agonie, sans tollé public. Après lui, les monarques seraient surveillés de plus près, jugés plus sévèrement. La médecine progresserait, la presse gagnerait en force, et la politique deviendrait moins tolérante envers le souverain intouchable. Car la mort de Charles II
servit de miroir terrifiant pour toute l'Angleterre. Si même le roi peut pourrir de l'intérieur, qu'en est-il du système qui le soutenait? L'image finale que l'histoire retient de lui n'est pas celle de l'homme charmant amateur de théâtre et de fêtes. C'est celle d'un corps gonflé assombri, contorsionné façonné par l'ignorance et l'orgueil. Un corps qui saignait sur une place privée pendant que le peuple souriait encore dans les rues. Un corps qui criait des vérités que personne ne voulait entendre. Et ainsi Charles II entra dans les livres d'histoire non seulement comme le roi qui restaura la monarchie, mais comme le roi qui, par sa mort, révéla la pourriture derrière la couronne. Si cette histoire vous a autant choqué qu'elle a choqué les médecins qui ont vu ce corps, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, les vérités les plus sombres de l'histoire trouvent une voie, et vous ne verrez plus jamais la royauté de la même manière. Quelle figure historique voulez-vous voir dans la prochaine vidéo? Laissez-le dans les commentaires. D'ici là, continuez à observer les ombres de la couronne.